Sur notre thème de la confiance en médiation, il vous revient, monsieur le professeur Chaput, comme l'an dernier, en votre triple qualité de professeur émérite de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, de directeur scientifique du laboratoire de droit économique francophone, également d'arbitre et consultant en droit des affaires, il vous revient, dis-je, la charge de synthétiser les débats du jour. Lourde charge. Oui, non. C'est une charge que j'ai acceptée bien volontiers parce que j'étais persuadé de recevoir un don. C'est le don de toute cette richesse scientifique. Mais à côté du don, il y a aussi le pardon. Donc je vous demanderai de me pardonner dans ma synthèse qui sera évidemment à la fois maladroite et incomplète. Et je suis un peu, si vous voulez, dans la situation de quelqu'un qui vient d'entendre la 9e symphonie de Beethoven, non pas en l'espèce un hymne à la joie, mais plutôt un hymne à la confiance, et à qui on dit « Est-ce que vous pourriez en faire une traduction pour clarinette ?» Vu toutes les harmoniques de cette journée et toutes les variations, je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire comme synthèse. Ou alors le jeu de mots facile, je deviens un synthétiseur pour supermarché. Et bien entendu, vous valez mieux que ça. Alors, il a la 9e et la 5e. Oui, c'est vrai. C'est plutôt Mozart. Enfin, bon. Alors, une synthèse. D'abord, sur la confiance. Je crois que la confiance, en réalité, est partagée par tous les êtres humains. Ça n'est pas la méfiance qui est première, c'est certainement la confiance, mais très souvent, c'est une confiance ensuite qui sera déçue. Autrement dit, ça n'est peut-être pas tellement de créer la confiance, ce serait plutôt de ne pas la perdre. Parce que je ne suis pas sûr que la défiance ou la méfiance, dans la majorité des cas, soit vraiment répandue. Et on peut en prendre un exemple. Dans la vie de tous les jours, nous vivons de confiance. Quel est celui qui, prenant le métro ou le bus, quel est celui qui, achetant sa nourriture ou son pain, ne fait pas confiance? Quel est celui, dans les relations humaines que nous avons pu avoir, qui ne fait pas immédiatement confiance? Ce qui est le drame, ce n'est pas tellement l'absence de confiance, c'est la perte de confiance. Et la perte de confiance, elle tient souvent à des promesses qui ne sont pas tenues. Et le danger, évidemment, c'est à la fois soit la crédulité, soit l'excès de confiance, c'est-à-dire l'autosatisfaction. Et dans tout ce que nous avons entendu, on voit bien que la confiance est un sentiment répandu. Et vous avez cité Pascal, on peut citer Descartes. Descartes, dans son traité des passions, dit que la passion la plus importante, c'est la générosité. Et il considère que la générosité existe d'abord en chacun de nous, mais que nous devons également présumer la générosité chez l'autre. Mais il entend générosité non pas au sens d'altruisme et de don, la générosité au sens de liberté et de libre arbitre. Il considère que nous devons avoir conscience de notre liberté et avoir l'intention de bien en user. Et que nous devons d'abord considérer chez l'autre qu'il a cette volonté de liberté. Et je crois que si on avait un résumé à faire de cette journée, un des mots qui revient le plus souvent est celui de liberté. Et autrement dit, si on parle de philosophie, c'est celui également de libre arbitre. Et l'un des éléments de la confiance, c'est certainement, et pour la médiation on le verra, c'est certainement cette idée d'être libre. Celui qui rentre en médiation pense qu'il est libre. Libre d'y entrer, libre d'en sortir, libre de décider ou de ne pas décider. Mais cette liberté, elle a une contrepartie, c'est la responsabilité. Et je crois que ce qui caractériserait notre journée, c'est bien cette idée de liberté et de libre arbitre, étant entendu qu'il faut en plus de la liberté et de la responsabilité un autre élément essentiel qui est celui de la sécurité. Parce qu'il n'y a pas de confiance sans liberté, mais il n'y a pas non plus de confiance sans un certain sentiment de sécurité. Et comme je ne vais pas reprendre, et je ne le ferai pas, et je n'en serai pas capable aussi brillamment tout ce qui s'est dit aujourd'hui, j'en reviendrai simplement au thème qui a conduit à ces variations, à cette richesse. Et je partirai simplement du thème qui nous était donné. Ce thème est très simple, la confiance ne se décrète pas, la confiance se gagne. Et alors, c'est un travers universitaire. S'agissant de la médiation, je me demanderais plutôt si, mais c'est la médiation,
si dans le cas de la médiation, la confiance ne se décréterait pas, est-ce qu'il ne faut pas en matière de médiation un certain décret? Et est-ce qu'il faut également en matière de médiation non seulement une confiance, mais plutôt que de la gagner, ne pas la perdre, partant de l'idée que les êtres humains ne sont pas forcément et nécessairement mauvais, pervers, il peut y avoir des exceptions. Alors quand je dis dans la médiation, la confiance se décrète, je parle de la médiation en tant qu'institution. Parce que la vraie difficulté que vous rencontrez en tant que médiateur, ce n'est pas d'exercer librement votre mission. La difficulté, c'est de faire connaître et de faire comprendre ce qu'est la médiation. Et trop souvent, on l'ignore, et on l'ignore parce que la médiation est parfois confondue avec l'arbitrage, avec la conciliation, avec les décisions de justice. Et puisqu'on a parlé de philosophie, dans le libre arbitre, il y a évidemment Sartre, qui fait reposer sa philosophie sur la liberté de l'individu, et il pense que la liberté est une des causes de l'angoisse. Pourquoi la liberté est-elle une cause de l'angoisse? Parce que dans la liberté, tout serait possible. Alors je pense que dans la médiation, c'est une autre forme de liberté qui apparaît. Ce n'est pas une liberté où tout est possible et où on peut faire n'importe quoi. C'est une liberté qui a une finalité. Et probablement, ce qu'il faut faire ressortir, c'est justement cette finalité, cet objectif d'une institution que l'on appelle la médiation. Quelle est la finalité de la médiation? La finalité de la médiation, ce n'est pas de rendre des jugements. La finalité de la médiation, ce n'est pas d'imposer une décision. Alors sur ce point, oui, ça n'est pas de décréter. La finalité de la médiation, à mon avis, et elle est orientée, c'est de permettre une communication authentique entre des personnes qui ne se parlaient pas ou qui ne se comprenaient pas. Le médiateur est effectivement un facilitateur, mais le médiateur n'est pas un juge. Et sur ce point, c'est là où le piège pourrait apparaître. C'est que ce qui fait la force de la médiation, c'est que chacun est libre. Le médiateur est libre, et chacune des parties est libre d'entrer dans la médiation, de poursuivre ou de sortir de la médiation. Alors, si l'on compare les autres procédés, dans le jugement, autrement dit, si on saisit un tribunal, il y a un demandeur qui peut imposer l'instance au défendeur. Il n'y a pas de liberté. Et quand le demandeur va saisir le tribunal, il le fait d'après des prétentions qui sont juridiquement calibrées. Il n'a pas non plus le choix de sa terminologie. Et il sait très bien que, sauf à se désister, le juge rendra une décision qui s'imposera à lui. Et même en matière pénale, il est encore plus difficile d'échapper à la décision, même par le repentir actif. Dans l'arbitrage, vous avez la même situation. Une fois que les arbitres sont saisis, vous n'échappez pas à la sentence. Et l'une des parties peut aller jusqu'au bout et l'imposer à l'autre. Ce qui n'est pas le cas de la médiation. Mais même dans la conciliation, alors sur ce point, il y a des questions de définition, de vocabulaire, mais dans la conciliation, au moins judiciaire, le conciliateur va jouer un rôle dans la rédaction de la transaction ou de l'accord. Ce qui fait qu'il n'y a pas une totale liberté. Vous ne parlez pas librement, je le sais en tant que professeur, des étudiants ne vont pas parler librement à quelqu'un qui met une note et lui dire « j'ai rien compris ». Mais si vous êtes là pour lui rendre service et qu'il vous demande un conseil en disant « je n'y comprends rien, si ce n'est pas vous qui notez », et vous allez dire « mais vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer ». Et l'autre peut dire « je ne comprends toujours pas ». Allez dire à un professeur qui vous fait passer un examen « je ne comprends pas votre question ». Je vais vous l'expliquer. Ah écoutez, je n'ai pas compris. Donc on sent bien que sur le plan psychologique, il n'y a pas de liberté. Alors je me pose même la question de la médiation lorsqu'elle est en quelque sorte voulue par un juge. Et quand le juge dit « vous devriez aller en médiation ». Alors je ne parle pas des États-Unis, où dans cette hypothèse, le juge dit « allez en médiation » parce que sinon, ça peut vous coûter très cher. Je vous préviens que si vous n'allez pas en médiation, j'ai le moyen de vous sanctionner. Alors, la liberté, dans ces conditions, me paraît quand même quelque peu remise en cause. Donc, je crois qu'il est vraiment de la médiation de reposer sur la liberté. Mais la médiation ne peut pas être non plus informelle. Et si vous voulez que la médiation réussisse,
Alors je ne sais pas si ce sont des normes ISO, AFNOR ou autres, mais je crois quand même qu'il faut définir quel doit être le déroulement, je dirais, essentiel d'une médiation. Et il faut également définir ce que l'on entend par médiateur. Parce que le danger, à ce moment-là, ça n'est plus la liberté. Le danger, c'est la responsabilité. Alors, je ne vais pas faire de l'existentialisme, vous m'interrogez sur l'essence et l'existence, mais tout médiateur, toute personne qui se prétend médiatrice est responsable de la médiation. Donc s'il y a des brebis galeuses, il n'y en a pas dans cette salle, mais s'il y en a qui se prétendent... Non, mais ça va de soi. Mais à l'extérieur, il peut y avoir des gens qui se prétendent médiateurs. La fausse monnaie chasse la bonne. Le mauvais médiateur, le médiateur qui n'a pas de déontologie, qui n'a aucun respect, va compromettre l'avenir de la médiation. C'est une évidence. Donc vous ne pouvez pas échapper à une certaine structure, à une déontologie minimale de la médiation, c'est-à-dire l'indépendance, l'impartialité et le savoir-faire. Et c'est de là que vient la confiance. Mais la confiance, et M. Nall l'a dit, elle peut reposer soit sur la rationalité, et dans le domaine notamment de la médiation économique, il y a une rationalité indéniable. Et il y a beaucoup d'entreprises, l'aspect psychologique est intéressant, mais ce qui est plus important pour eux, c'est une décision qui soit financièrement, économiquement rentable. Donc il peut y avoir une rationalité de la médiation qui soit économique, ou il peut y avoir plus fréquent, et très fréquent en matière de famille, une rationalité psychologique, enfin plutôt une influence psychologique. Or, le médiateur, et c'est là la difficulté, doit être capable d'appréhender ces différents aspects. Et quand on parle de la consommation, c'est très intéressant la consommation, parce que pendant très longtemps, le droit est parti de l'idée, d'une part, et les probabilités le prouvent, que la plupart des gens sont honnêtes, parce que si les gens étaient tous malhonnêtes, notre droit ne tiendrait pas la route, il repose sur des probabilités. Et ensuite, on est parti de l'idée que chaque personne était capable de se défendre. Le droit n'avait pas de pitié pour les imbéciles, parce qu'on pensait que les consentements étaient libres et éclairés. Puis on s'est aperçu que l'égalité abstraite des citoyens n'existait pas dans la réalité. Donc le droit de la consommation a eu un objectif, c'est de rétablir l'équilibre. Et dans le travail du médiateur, dans cette communication, il y a à tenir compte de la possibilité de déséquilibre. Ce qui n'est plus tout à fait l'idée qu'on reçoit des gens sur un pied d'égalité et on les écoute. Et nous tous, juristes, nous avons des valeurs. Et ces valeurs, si on est un juriste responsable, restent bien la protection du faible. Et donc, dans la médiation, il faut tenir compte de ces aspects. Et donc, si vous voulez qu'il y ait une véritable confiance dans la médiation, il faut évidemment une déontologie. Et il faut également chasser de la médiation des gens qui ne respecteraient pas ces valeurs. Et donc, cette institution, à ce moment-là, pourra obtenir la confiance légitime de la part de ceux qui n'hésiteront plus à s'adresser à un médiateur. Et comme la médiation, cette institution, repose sur la communication, vous avez un deuxième problème de confiance. Ce n'est plus la confiance dans l'institution, c'est la confiance dans les individus. Autrement dit, la confiance dans une médiation à un moment donné. Et sur ce point, la confiance, à mon avis, ne va pas être appréhendée de la même façon selon qu'il s'agit du médiateur ou selon qu'il s'agit des parties. Le médiateur n'a pas à avoir de sympathie. Le médiateur, il n'a pas à avoir d'empathie, il doit même s'en méfier. Il y a pour le médiateur un principe qui est un principe de neutralité. Et un médiateur qui commencerait à ressentir de la sympathie pour l'un plutôt que pour l'autre doit faire très attention. C'est ce qu'un auteur, M. Lascaux, a appelé l'altérocentrage, c'est-à-dire que le médiateur doit se recentrer. Mais il y a une idée d'altérité. Le médiateur ne doit pas avoir d'empathie. Et s'il ressent de l'empathie, il doit s'en méfier. En revanche, pour les parties, que les parties, à un moment donné, aient de la sympathie l'une pour l'autre après des débats, tant mieux. Si ça les conduit à s'accorder, tant mieux. Mais l'accord ne sera pas l'accord du médiateur, ça sera bien l'accord des parties. Vous n'êtes pas des arbitres et vous n'avez pas à vous imposer, vous n'avez pas à faire l'accord. Vous allez tout simplement à faciliter la communication. Donc il y a une liberté
La liberté pour le médiateur, c'est de garder, je dirais, son indépendance. En même temps, c'est de ne pas vouloir arriver à coûte que coûte à un accord. Une médiation qui n'aboutit pas à un accord, ce n'est pas un échec. Et une médiation ne réussit pas forcément. Le médiateur ne doit pas forcer son talent. Mais on sait bien que même parfois des adversaires qui paraîtraient irréconciliables, quand il y a à ce moment-là, je dirais, un véritable dialogue, quand la communication s'instaure, vont changer. Il m'arrive de faire un petit peu d'arbitrage et les gens viennent me voir. J'ai un ascenseur, j'en ai parlé avec certains d'entre vous, qui est très réduit. Et il arrive, on est parfois très inquiet parce que les adversaires irréconciliables arrivent en même temps. Alors je regarde dans mon espèce de vidéo et je dis mais qu'est-ce qui va se passer? Ils sont ensemble. Et alors je suis au 6e étage. Alors ils montent, ils disparaissent à ma vue. Et je me dis mais comment vont-ils sortir de l'ascenseur? Et de temps en temps, il y a des gens qui sortent de l'ascenseur souriant. Parce qu'il y a une espèce de rapprochement qui se fait assez intime. Et comme très souvent, ils ont quand même eu une vie professionnelle assez longue, ce contact va changer l'attitude, tout simplement, de cette revue, de s'être retrouvé un petit peu en dehors du conflit lui-même, autrement dit, de sortir d'un conflit qui est calibré. Ce qui fait que l'élément essentiel dans vos missions, ce n'est ni l'élément juridique et autres. L'élément essentiel, il est humain, il est psychologique. Le kairos, c'est l'instant. Il y a un instant, parfois, où l'accord peut se faire. Bon, Épictète l'a dit aussi, quand les plats passent, il faut les prendre. Alors, il y a un instant, et parfois, cet instant est très bref. Il y a un instant où l'accord peut se faire, où il y a un sourire qui apparaît, où il y a une espèce d'illumination. Et c'est là que, brusquement, les choses changent. Alors ça, c'est impondérable. Et c'est là où la difficulté pour les médiateurs n'est plus celle du juge. Le juge ou l'arbitre, il n'a pas ce problème. Parce qu'il rendra une décision qui doit être juridiquement motivée. Il appliquera un texte. Et la psychologie disparaît. Le texte condamne ou ne condamne pas. Le médiateur, il a à saisir cet instant. Donc en plus de la culture nécessaire, de la formation nécessaire qui est importante, il y a cet élément impondérable. Et il y a des gens très savants, mais qui jugeront, qui décideront toujours mal. Il y a des gens qui n'ont pas forcément appris par cœur tous les articles de tous les codes, y compris le Code général des impôts, et qui saisissent parfaitement une situation. Là, on est dans un domaine qui échappe à tout contrôle, tout examen. C'est l'impondérable. Mais il faut bien dire aussi que cet impondérable peut changer avec des parties. Il y a des familles d'esprit. Il y a des gens avec qui vous vous entendrez, d'autres avec qui vous aurez beaucoup plus de mal à vous entendre. Puis vous avez des gens insupportables qui vous cassent complètement une ambiance. Heureusement, aucune personne dans cette salle est là. Mais vous avez des gens, leur simple présence va créer des troubles et autres. Alors, pour terminer, parce que je crois que nous sommes tous d'accord, j'en reviendrai quand même à la littérature et à Victor Hugo, au Misérable, Jean Valjean. Elle est là, la définition, l'image même, je dirais, qui nous préoccupe. Vous vous souvenez de tout le monde connaît cette affaire, où le bagnard, non pas évadé, mais le bagnard libéré après des années, parce qu'au départ, il avait volé une miche de pain, et puis parce qu'il a mauvais caractère, il se retrouve au bagne, et puis il veut s'évader, et on le remet au bagne. Le brave Jean Valjean, une fois qu'il est libéré, s'en va avec son carnet, puisqu'à l'époque, il y avait les carnets des bagnards, et bien entendu, personne ne veut le recevoir, même pas les chiens qui le chassent de leur niche. Et il va chez Monseigneur Myriel, mais je ne sais pas très bien qui est ce curé qui le reçoit. Et Monseigneur Myriel lui dit « Monsieur, asseyez-vous, je vous en prie ». Il dit « Mais je suis un bagnard évadé ». Finalement, le provocateur, celui qui a souffert est provocateur. Et Myriel dit « Non, mais il y a de quoi dîner, installez-vous ». Et il l'invite même à dormir. Et puis Jean Valjean, qui a encore cette espèce de hargne, on pourrait dire, de haine de la société, va voler une partie de l'argenterie. Et quelques temps après, enfin dans la matinée, il s'est échappé par le jardin, dans la matinée, il arrive entre 2 ou 3 gendarmes. Et à ce moment-là, les gendarmes disent « Ah ben, nous avons trouvé ce type, c'est un bagnard. » Et Monseigneur, alors Jean Valjean, mais vous n'êtes pas un simple curé, vous êtes déjà un évêque, je ne dis pas que ça change tout. Enfin, vous voyez déjà l'inégalité. Et Jean Valjean dit, les gendarmes disent donc mais il vous a volé, il a volé les plats en argent. Et Myriel dit « Non, non, mais pas du tout. Je lui avais donné. »
Et d'ailleurs, vous avez même oublié les chandeliers. Et je vous les avais donnés parce que, rappelez-vous, c'est ce qui va vous servir à faire le bien. Donc, et surtout, n'oubliez pas d'emporter les chandeliers. Et Jean Valjean s'en va, et il est touché à ce moment-là par le don, et je le disais, le pardon, finalement, qui lui est donné. Et son attitude va changer complètement, parce que le fait de l'avoir reconnu comme l'égal de l'évêque, le fait de dire avec un petit sourire « mais non, je vous l'avais donné, je ne suis pas sûr que les gendarmes soient dupes », va complètement changer sa vie. Et il arrive, dans notre vie, ça nous arrive dans l'enseignement, que parfois, une attitude, un mot bienveillant va changer la vie de quelqu'un. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions non plus, être un bisounours. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Jean Valjean de nos jours. Donc, ne donnez pas forcément votre argenterie à un certain nombre de personnes qui mendient dans la rue. Mais enfin, on ne sait jamais. Ça changerait peut-être totalement notre société. Donc, voilà, si vous voulez, dans ce domaine, je crois que la confiance est première et que le danger, c'est la perte de confiance. Donc nous devons tout faire, et les médiateurs les premiers, soit par leurs gestes, soit par leur regard, soit par un mot malheureux, pour casser cette confiance. En tout cas, je vous remercie vivement de m'avoir fait confiance, mais ça n'était pas un cadeau que vous m'aviez fait.